Bienvenue, bienvenue. Nous sommes live. Vos animateurs sont présents. Bienvenue à cette heure très matinale avec le changement d'horaire. Nous allons commencer dans quelques minutes. Les connexions s'empilent. C'est bon. Donc tout le monde est bien connecté. François, Oui, on t'entend? C'est bon? Normalement. Parfait. Malik? Oui. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous. Et Pierre? Bonjour à tous. Bonjour. On va vous demander de patienter devant ce bel écran et cette belle présentation quelques minutes. Alors, il y a 3 photos, mais il y a 4 personnes. Bien le dire. Alors, normalement, vous avez à l'écran le droit de retrait à l'épreuve du coronavirus. Et je vous rappelle que, évidemment, toutes ces informations que nous vous donnons et les présentations sont accessibles sur le blog. Ah, on a perdu François Frédéric, qui devrait revenir là. C'est bon. Si ça saute. C'est la magie, c'est la magie du live. La France se réveille. Elle se met en réseau. Je ne sais pas. Je ne sais pas, il est 5 heures, il est 9 heures. Enfin, il est 8 heures en réalité, pour nos organismes. Hop. J'espère que la connexion est bonne et que vous entendez correctement. En plus d'avoir l'image, il y a le son. On va peut-être attendre encore quelques secondes. Parce que là, les connexions sont en train de s'empiler à un rythme effréné. Sachez, pour ceux qui nous écoutent, que vous êtes plus d'une centaine déjà.
Je le redirai, mais si vous avez des sujets qui vous tiennent particulièrement à cœur et qui vous sembleraient devoir être explorés ou sur lesquels on pourrait faire une intervention dans les jours, dans les semaines qui viennent, n'hésitez pas à nous en faire part au regard des difficultés que vous rencontrez ou des interrogations que vous pouvez avoir. Ah, nous perdons les intervenants au fur et à mesure. On est revenu. Oui. Absolument, on vous voit. On vous entend. Parfait. Bien. Écoutez, bienvenue dans ce webinaire animé par Deloitte Légal Tage et Capital Humain Deloitte France sur le droit de retrait à l'épreuve du coronavirus. Alors, je m'appelle Arnaud Renoir, je suis professeur à l'Université Paris-Dauphine et je dirige le comité juridique scientifique de Deloitte Légal Tage. À mes côtés, Malik Douaoui, qui est avocat associé spécialisé en droit du travail, François-Frédéric Breu, que vous voyez en image, directeur Human Capital, et Pierre de Villeneuve, qui, en raison de certaines contraintes techniques et de réseau, ne sera là qu'en son et non pas en vidéo, mais qui sera avec nous et qui est aussi directeur chez Human Cap, comme on dit, donc Capital Humain Deloitte France. Je vous rappelle rapidement le mode d'emploi du webinaire. Donc, une première partie sera consacrée à des exposés un peu plus techniques, des explications, et puis dans un deuxième temps, des réponses à vos questions. Vos questions, vous les posez tout au long du webinaire en utilisant le live chat qui doit être à droite de votre écran. Nous suivons évidemment très attentivement. Je précise aussi que si c'était nécessaire, nous pourrions toujours rajouter une quinzaine de minutes si effectivement il y avait énormément de questions qui nous retiennent un peu plus. Donc ne vous inquiétez pas de ce point de vue-là, nous essaierons vraiment de passer en revue l'ensemble des interrogations que vous pouvez avoir. Alors venons-en maintenant au droit de retrait. Alors le droit de retrait, il a été introduit en droit français en 1922, c'est donc pas une nouveauté. Et pourtant, si. Son utilisation est sans doute renouvelée. En termes simples, le terme le plus simple, c'est le droit de se retirer d'une situation dont un salarié a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé. Alors, deux observations, une plus juridique, une peut-être plus sociologique. Plus juridiquement, en fait, le droit de retrait est une application très spéciale d'une notion fort connue des juristes, bien que ce soit une notion protéiforme qui est la force majeure, et c'est un encadrement très, très particulier. D'un point de vue plus sociologique, le droit de retrait, finalement, répond à une préoccupation constante depuis le machinisme du XIXe siècle, c'est la protection de l'intégrité physique, et ces dernières années, on va ajouter morale, des personnes et des salariés ou des travailleurs. On va prendre une autre terminologie. Alors, le droit de retrait, juridiquement, jusqu'alors, n'a pas fait la une de la presse, ni grand public, ni spécialisé. Et c'est ce qui est nouveau, c'est ce qui change désormais, c'est le fait que ce soit sur le devant de la scène. Deux aspects à voir avec nos intervenants. Un premier évident, qui sont les questions juridiques que pose le droit de retrait. Et puis un autre, plus nouveau, effectivement, qui est son utilisation politique, au sens plein du terme. Est-ce que le droit de retrait, notamment, est un élément nouveau du dialogue social ou même, en allant un peu plus loin, un élément d'une lutte des classes renaissante? Alors, ces deux aspects, on va essayer de passer en revue et on va commencer par poser la question, une question très simple à
à Malik. Qu'est-ce que le droit de retrait, pardon. Qu'est-ce que le droit de retrait et à quoi sert-il? Alors, merci de cette question, Arnaud. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Et maintenant, revenons à la question posée. Alors, tu as déjà donné une première définition du droit de retrait. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le droit de retrait, il est posé à l'article 41-31-1 du Code du travail. Et c'est le droit pour un salarié, comme tu l'as dit tout à l'heure, de se retirer d'une situation de travail lorsqu'il a un motif raisonnable, on reviendra sur la notion de motif raisonnable, lorsqu'il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Ce qu'il faut tout de suite indiquer, c'est que l'exercice du droit de retrait est une simple faculté et non une obligation. Ce qui veut donc dire qu'on ne peut pas reprocher à un salarié de ne pas s'être retiré d'une situation dangereuse. Et de même, l'employeur ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité et de son obligation de sécurité au motif que le salarié ne s'est pas retiré d'une situation dangereuse. Le droit de retrait est un droit déjà ancien puisqu'il remonte aux lois Auroux de 1982. Il a été plus précisément mis en place par une loi du 23 décembre 1982 relative au CHSCT. Et le droit de retrait, il fait du salarié un acteur de sa propre sécurité et de manière plus générale de la prévention des risques professionnels dans l'entreprise. Alors, dans quelles conditions est-ce que le salarié peut exercer son droit de Alors ça, retrait? c'est une condition centrale et on va s'y arrêter un peu longuement. D'abord, plusieurs choses. D'abord, le droit de retrait n'est soumis à aucune condition de forme, on y reviendra tout à l'heure. Et surtout, il est soumis à 3 conditions de fond, 2 conditions positives et une condition négative. Commençons par les 2 conditions positives et on reviendra dans le détail sur l'ensemble de ces conditions. Donc, 2 conditions positives. Première condition positive, c'est l'exercice par le salarié de son devoir d'alerte. C'est-à-dire que le salarié doit informer l'employeur de l'existence d'un danger grave et imminent, préalablement ou simultanément à l'exercice de son droit d'alerte. Première condition positive. Deuxième condition positive, et c'est le cœur du droit d'alerte, c'est l'existence d'un danger grave et imminent pour la vie ou la santé du salarié. La première condition positive, c'est-à-dire le devoir d'alerte par le salarié, est une condition molle. Autrement dit, elle n'est pas indispensable à l'exercice du droit d'alerte. Tandis que la deuxième condition, l'existence d'un danger grave et imminent, c'est encore une fois le cœur du réacteur, c'est la condition sine qua non pour que le salarié puisse valablement exercer son droit d'alerte. Dernière condition, condition négative celle-là, c'est qu'il ne faut pas que lorsque le salarié se retire, il puisse créer une nouvelle situation de danger grave et imminent pour autrui étant un salarié ou n'importe quelle autre personne. Ce que je vous propose maintenant, c'est de revenir dans le détail sur chacune des conditions. D'abord, première chose, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, pas de condition de forme. Pas de condition de forme, donc aucune condition de forme n'est imposée par le Code du travail pour que le salarié puisse exercer son droit de retrait. Ce qui veut donc dire en particulier qu'un employeur ne peut pas demander à un salarié de signaler par écrit qu'il souhaite exercer son droit de retrait. Et les éventuelles dispositions ou clauses du règlement intérieur qui prévoiraient une consignation écrite du droit de retrait seraient nulles. Conditions de fond maintenant. Commençons par la première condition, dont j'ai dit que c'était une condition molle, c'est ce que l'on appelle le devoir d'alerte, et non pas un droit d'alerte. Devoir d'alerte parce que le salarié a l'obligation d'informer l'employeur de l'existence d'une situation de danger grave et imminent, de manière à ce que l'employeur puisse prendre les mesures de protection nécessaires. Et ce devoir d'alerte doit s'exercer soit préalablement, soit simultanément à l'exercice par le salarié de son droit de retrait. Alors, on voit bien donc là, en fait, que le devoir d'alerte et le droit de retrait sont étroitement imbriqués. Question, est-ce qu'on peut dire que le devoir d'alerte est une condition préalable ou simultanée à l'exercice par le salarié de son droit d'alerte? Alors, sans doute pas. Pourquoi? Eh bien parce que la Cour de cassation admet l'existence d'un droit de retrait de fait ou un droit de retrait implicite, c'est-à-dire un droit de retrait qui intervient sans que le salarié ait signalé l'existence d'un droit de retrait et sans qu'il ait informé l'employeur de sa volonté ou de sa décision de se retirer de cette situation dangereuse. En pratique, toutefois, qu'est-ce qu'on note? Eh bien, en pratique, le salarié informe toujours ou presque toujours l'employeur de sa décision de se retirer. Et il le fait d'ailleurs souvent par écrit. Et on peut même dire qu'il arrive très souvent aussi que l'exercice de ce droit de retrait, qui est d'abord individuel, s'exerce de manière collective parce qu'il est orchestré par les représentants du personnel. Et tu l'as dit tout à l'heure, Arnaud, le droit de retrait, c'est aussi une arme, un moyen d'action collective, un moyen de protestation
pour les salariés, pour les représentants du personnel, de protester contre la dégradation de leurs conditions de travail ou l'insuffisance des mesures de sécurité et de protection qui sont mises en œuvre par l'employeur. Dernière chose importante sur ce devoir d'alerte, lorsque le salarié va signaler à l'employeur l'existence d'un danger grave et imminent, que celui-ci s'est réalisé et que le salarié a été victime d'un accident du travail, eh bien, dans cette hypothèse-là, la faute inexcusable de l'employeur est présumée de plein droit. Faute inexcusable qui va permettre au salarié d'obtenir une indemnisation intégrale des préjudices qu'il a subis au lieu et place d'une indemnisation forfaitaire qui est le régime de droit commun qui s'applique en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Deuxième condition de fond, deuxième condition positive, celle-là, et encore une fois, j'allais dire, c'est le cœur du réacteur, c'est que le salarié doit avoir un motif raisonnable de penser que dans son travail, le coronavirus fait peser un danger grave et imminent sur sa vie ou sa santé. Et ce qu'il faut tout de suite noter, c'est que l'appréciation qui est portée par le salarié présente trois caractères. D'abord, elle est subjective. Deuxièmement, elle doit également reposer sur des éléments objectifs. Et on le verra enfin, l'appréciation fait l'objet à la fin d'un contrôle qui est exercé par le juge. Alors, d'abord, commençons par le premier caractère de l'appréciation, c'est que c'est une appréciation subjective, autrement dit, c'est la croyance du salarié qu'il est en danger. Alors, quelles sont les caractéristiques que doivent présenter cette appréciation? Encore une fois, on peut en retrouver trois. D'abord, elle est individuelle. Deuxièmement, elle prend en compte la situation personnelle du salarié, son emploi, sa qualification, son âge, son état de santé, et puis elle peut conduire le salarié à se tromper. Alors, d'abord, c'est une appréciation qui est individuelle. L'appréciation est individuelle parce que c'est au salarié de dire s'il a un motif raisonnable de penser qu'il existe un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Même si, on l'a vu tout à l'heure, cette appréciation individuelle s'accompagne souvent d'un exercice collectif du droit de retrait. Et encore une fois, selon une étude de l'ADARES, dans près de la moitié des cas, l'exercice du droit de retrait n'est pas individuel, mais collectif. Donc, plusieurs salariés exercent leur droit de retrait, et souvent, encore une fois, on l'a dit, à l'instigation ou à l'initiative des représentants du personnel. Deuxième chose, cette appréciation du salarié prend en compte la situation personnelle du salarié. Ce qui veut donc dire en particulier que l'exercice du droit de retrait va dépendre du degré d'exposition au risque du salarié, compte tenu de son emploi et compte tenu de son état de santé en particulier. Compte tenu de son emploi, la question c'est est-ce que le salarié est en contact avec le public? Est-ce que le salarié est en contact avec des personnes qui sont potentiellement contaminées? L'état de santé aussi du salarié, il faudra se demander si le salarié peut être classé dans la catégorie dite des personnes à haut risque, en particulier des femmes qui sont enceintes par exemple, ou des personnes qui souffrent d'insuffisance respiratoire ou d'insuffisance cardiaque. Pour cela, évidemment, je vais dire, la probabilité que le salarié exerce son droit de retrait sera plus grande et la légitimité de son droit de retrait sera également plus grande. Dernière chose enfin, c'est qu'en exerçant son droit de retrait, le salarié peut se tromper. Autrement dit, à la fin, le droit de retrait peut ne pas exister, donc le droit à l'erreur est admis et on concevra d'ailleurs assez aisément que ce droit à l'erreur est d'autant plus grand qu'on ne sait pas tout sur le coronavirus et que le coronavirus fait aujourd'hui très peur. Deuxième chose dans cette appréciation, c'est que même si c'est une appréciation subjective, elle doit impérativement, pour s'exercer valablement, reposer sur des éléments objectifs. Et donc, la question, évidemment, c'est est-ce que le coronavirus peut être considéré comme un danger grave et imminent? Ce qu'on peut dire, d'abord, c'est que la réponse à cette question, et on l'a vu tout à l'heure, dépend de la situation individuelle de chaque salarié. Mais on peut toutefois tenter d'y apporter une sorte de réponse générale. Et on pourrait dire que, de manière générale, eh bien, le coronavirus va constituer un danger grave et imminent dès lors que l'employeur n'a pas pris les mesures de protection, de prévention nécessaires, ou dès lors que ces mesures se révèlent insuffisantes. D'abord, le coronavirus constitue bien un danger grave et imminent. Pourquoi? Parce qu'il y a atteinte à l'intégrité physique du salarié. C'est la maladie, voire la mort. Et même si les effets du coronavirus peuvent être différés dans le temps, c'est qu'il y a un délai d'incubation de 15 jours selon les scientifiques, l'exposition au risque, elle est immédiate. Donc, il suffit de quelques secondes ou de quelques minutes pour être contaminé. Et donc, pour qu'une atteinte à son intégrité physique puisse se produire. Alors, cette appréciation générale, selon laquelle on peut dire que le coronavirus est de manière générale un danger grave et imminent, pourrait être écartée pour certains salariés
des salariés, je vais dire, qui sont, compte tenu de leur activité, nécessairement exposés à des risques épidémiologiques. Et on pense là en particulier au personnel soignant ou au personnel qui serait affecté au traitement de déchets infectieux. Je veux dire que pour ces personnels-là, d'une certaine manière, le danger, le risque fait partie du métier. Et comme le risque fait partie du métier, eh bien ce risque n'est pas un risque inhabituel, ça n'est pas un risque grave, ça n'est pas un risque extraordinaire. Et donc pour cela, l'exercice du droit de retrait pourrait ne pas être légitime. Ce qu'on voit bien donc, c'est que le droit de retrait, le coronavirus constitue un danger grave et imminent, mais que pour qu'on puisse le dire, il faut nécessairement aussi que l'employeur n'ait pas mis en place, n'ait pas pris les mesures de protection et de prévention nécessaires. Ce qui veut donc dire que l'employeur, par exemple, n'aura pas distribué à l'ensemble de ses salariés des équipements de protection nécessaires, par exemple des masques ou des gants. Et on sait que tout le monde court aujourd'hui après les masques, ou n'a pas pu mettre en place dans l'entreprise les gestes barrières, en particulier une distance de sécurité d'au moins 1 mètre entre les salariés. Conséquence de ce qu'on vient de dire, eh bien, ça veut dire que les possibilités de recours pour les salariés au droit de retrait seront limitées ou fortement limitées dès lors que l'employeur aura pris toutes les mesures de protection et de prévention nécessaires. Cette position, en réalité, c'est celle qui est partagée par l'administration, puisque dans son dernier question-réponse du 23 mars 2020, l'administration indique que dans cette situation, la situation dans laquelle l'employeur aurait pris toutes les mesures de protection et de prévention nécessaires, je cite, le droit de retrait ne peut en principe trouver à s'exercer. Et c'est peut-être demain la position qui pourrait être retenue par les juges précisément, qui sont en dernier lieu ceux qui vont faire une appréciation de la légitimité du droit de retrait. Alors, l'appréciation, elle est d'abord portée par le salarié, on a dit qu'elle était subjective. Elle est ensuite examinée par l'employeur lui-même qui devra y réagir. Et en cas de litige entre l'employeur et le salarié, eh bien, c'est le juge qui, en dernière analyse, devra trancher. La Cour de cassation nous dit appréciation souveraine des juges du fond, c'est-à-dire les juges de première instance et de cour d'appel qui devront d'abord dire si le salarié avait un motif raisonnable de se retirer de la situation qu'il estimait être dangereuse pour sa vie ou sa santé. Dernière condition, qui est la dernière condition, j'allais dire, négative celle-là, mais qu'il ne faut pas oublier parce qu'elle est importante, c'est que lorsque le salarié exerce son droit de retrait, il ne doit pas créer une nouvelle situation de danger grave et imminent pour autrui, et autrui étant encore une fois soit un salarié de l'entreprise, soit n'importe quelle autre personne, tel qu'un client ou un usager de l'entreprise. Et j'allais dire, cette condition pourrait être un obstacle sérieux à l'exercice par le salarié, à l'exercice légitime par le salarié de son droit de retrait. Tel pourrait être le cas en particulier, j'allais dire, des salariés qui participent à des activités dites essentielles aujourd'hui, nécessaires à la continuité de la vie économique de la nation, nous dit la loi d'urgence. On pense évidemment aux professionnels de santé, on peut penser aux aides-soignants dans les EHPAD ou même aux personnels qui sont affectés au ramassage et au traitement des déchets. Bien, pour ces personnes-là, on pourrait dire que le maintien en poste s'impose et que leur retrait pourrait créer une situation de danger grave et imminent pour autrui, ce qui leur interdirait d'exercer légitimement leur droit de retrait. Merci Malik. Effectivement, la question va se poser, par exemple, pour les transporteurs, notamment routiers. Donc là on a bien compris, on voit bien les conditions dans lesquelles le salarié peut exercer son droit de retrait, on voit bien comment c'est structuré par la loi. Quelles sont ensuite les conséquences pour le salarié d'une part, mais pour l'employeur aussi, de l'exercice du droit de retrait? Alors Arnaud, ces conséquences vont être différentes selon que le droit de retrait est justifié ou à l'inverse, selon que le droit de retrait est abusif. Commençons par examiner les conséquences d'un droit de retrait, j'allais dire justifié. Conséquences pour le salarié, puis conséquences pour l'employeur. Alors, conséquences pour le salarié d'abord. Le salarié ne peut pas reprendre le travail tant que le danger n'a pas été éliminé, c'est clair, puisque la protection du salarié, c'est l'impératif majeur. Le salarié reste toutefois à la disposition de l'employeur pour être muté sur un autre poste, le cas échéant. Conséquences pour l'employeur sont les plus importantes. Celles-là, il y a une obligation, une interdiction et des risques. D'abord, une obligation. L'obligation, c'est d'arrêter l'activité dangereuse et de mettre en sécurité les salariés. Autrement dit, l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires ou donner les instructions pour que les salariés puissent arrêter de travailler et se mettre en sécurité en quittant la situation dangereuse dans laquelle ils se trouvaient. Et puis surtout une interdiction,
c'est l'interdiction pour l'employeur de sanctionner le salarié ou d'opérer une retenue sur salaire. Donc, le salarié doit continuer à être normalement rémunéré. Et si l'employeur arrêtait de payer le salarié, eh bien, le salarié pourrait saisir le conseil de prud'homme en référé pour demander une provision sur salaire, et il pourrait même décider de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en estimant que cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle sérieuse. Autrement dit, que l'employeur doit assumer les conséquences de cette prise d'acte, conséquences pécuniaires, puisque le salarié devrait payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse, et indemnité de rupture, indemnité de préavis et indemnité de licenciement. Deuxième chose importante, c'est que l'employeur ne peut pas prendre de sanctions disciplinaires à l'égard du salarié. S'il prenait une sanction disciplinaire, la sanction disciplinaire serait nulle. La sanction disciplinaire la plus grave, c'est le licenciement. Et s'il y a un licenciement intervenait, ce licenciement serait lui-même nul, ce qui ouvrirait la possibilité pour le salarié de demander sa réintégration dans l'entreprise. Enfin, des risques pour l'employeur, parce que l'employeur engage sa responsabilité civile, spécialement en cas de faute inexcusable, ou même sa responsabilité pénale pour non-assistance à personne en danger si l'exercice du droit de retrait s'avérait légitime. Deuxième chose cette fois, c'est à l'inverse. Quelles sont les conséquences si le droit de retrait est abusif? Conséquences pour le salarié, puis là encore, conséquences pour l'employeur. Conséquences pour le salarié, lui, s'expose et court des risques. Le risque qu'il court, c'est de voir sa responsabilité civile ou pénale engagée si le risque s'est réalisé et a pu créer un accident pour un autre salarié ou pour un tiers. Puis surtout, j'allais dire, il s'expose à des sanctions. D'abord, il s'expose à une sanction pécuniaire, à une sanction disciplinaire, et puis il s'expose aussi à une retenue sur salaire. À l'inverse, j'allais dire pour l'employeur, les conséquences, c'est qu'il a la possibilité d'opérer légitimement une retenue sur salaire, donc de cesser de payer le salarié, et de prendre une sanction disciplinaire qui peut aller jusqu'au licenciement pour faute grave. Voilà pour les conséquences. Merci beaucoup Malik, c'est effectivement très clair et on voit qu'il y a deux volets. Alors en tout cas c'est très clair dans l'approche juridique, il est clair qu'en pratique on verra que c'est parfois un petit peu plus subtil. Dernière question sur ces éléments-là, c'est comment est-ce que l'employeur peut réagir face à l'exercice du droit de retrait justement. Alors ça j'allais dire c'est une question qui est tout à fait centrale et il y a deux types de réactions possibles pour l'employeur. Des réactions qui vont se produire en amont, c'est-à-dire avant que le salarié n'exerce son droit de retrait, et puis des réactions qui vont intervenir en aval, c'est-à-dire une fois que le salarié a exercé son droit de retrait. Alors, commençons, j'allais dire, par les réactions en amont, avant que le salarié n'exerce son droit de retrait. Là, j'allais dire, les réactions peuvent être de deux types. J'allais dire, il s'agit d'abord de convaincre le salarié de ne pas exercer son droit de retrait, de le dissuader d'une certaine manière d'exercer son droit de retrait. Et puis une fois que le droit de retrait apparaît probable ou inévitable, à la guerre comme à la guerre, donc il faut se préparer à l'exercice de son droit de retrait. Alors d'abord, la première tâche de l'employeur, c'est de convaincre le salarié de ne pas exercer son droit de retrait. Alors comment peut-il le faire? Là, je vais dire, il faut mobiliser tous les registres de la conviction. Et il y en a de deux types. Il y a le discours, parole, et puis il y a l'action, action. Alors, le discours d'abord. Et là, plusieurs types de discours sont possibles. D'abord, c'est l'hommage. L'hommage, l'exhortation et puis la discussion. Alors, l'hommage, c'est quoi? L'hommage, c'est vous êtes formidable. Hein, c'est l'hommage de la patrie reconnaissante à ses enfants, le cas échéant, qui sont tombés. C'est l'exhortation. La France a besoin de vous. Rappelez-vous le mot de Coluche, va bosser, la France a besoin de toi. Nous sommes en guerre et donc nous devons tous nous mobiliser, c'est l'effort de guerre, l'économie de guerre, et demeurer solidaires dans l'épreuve. Enfin, un point important, c'est la discussion, la négociation, la concertation que l'employeur pourra avoir à la fois avec les salariés, surtout avec les représentants du personnel. Après le discours, on passe dans la phase action. Et là, plusieurs actions sont possibles, évidemment. La première et la plus importante, c'est la mise en place par l'employeur des mesures de protection et de prévention nécessaires. Rappelons-le, c'est un devoir et une obligation pour l'employeur puisqu'il est tenu à une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés. Deuxième action possible, c'est l'incitation financière. L'incitation financière, l'argent, c'est la fameuse prime Macron, prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, prime de 1 000 € qui est ni soumise à impôt sur le revenu, ni soumise à cotisation sociale, ni soumise à contribution sociale,
qui doit être versé avant le 30 juin 2020 et pour autant que l'entreprise ait conclu un accord d'intéressement. Mais ces deux conditions-là, l'existence d'un accord d'intéressement, la date limite de versement le 30 juin, pourraient être assouplies par une ordonnance qui devrait venir dans les jours qui viennent. Troisième chose, et c'est un axe absolument important en termes d'action, c'est le placement de ce que j'appellerais le placement des salariés dans ce que j'appellerais une cessation de travail indemnisé. C'est une catégorie que j'ai inventée, qui n'est pas une catégorie juridique en tant que telle. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que la cessation de travail indemnisé? Eh bien, c'est le recours par l'employeur à des mesures exceptionnelles qui viennent d'être prises récemment par les ordonnances du 25 mars 2020 dont on a parlé, le décret sur le chômage partiel, l'ordonnance récente sur le chômage partiel, ou alors d'autres décrets qui datent du mois de janvier et du mois de mars sur les arrêts d'activité. Donc les arrêts de travail, arrêt maladie. Et là, on voit qu'il y a un droit social spécial du coronavirus qui s'est mis en place. Et ce droit social spécial du coronavirus donne en particulier des pouvoirs renforcés à l'employeur. On le sait par exemple, et c'est une des ordonnances du 25 mars, c'est la possibilité pour l'employeur d'imposer des congés payés, des JRTT, des jours de repos forfait jour aux salariés dans la limite de 6 jours jusqu'au 31 décembre 2020 et pour autant qu'un accord d'entreprise ou un accord de branche le lui permette. C'est aussi, et c'est absolument déterminant, la possibilité pour les salariés d'être en arrêt maladie indemnisé. À la fois, je l'ai dire en particulier, on a tout ça en tête, les salariés à risque élevé. D'accord ? Je suis une femme enceinte et donc, grâce à Amélie, eh bien, je peux moi-même déclarer mon accident du travail et donc je serai indemnisé. Et grâce à une des ordonnances du 25 mars, en plus, on sait que le cas échéant, eh bien, le salarié pourra recevoir un salaire entier, donc sa rémunération sera maintenue puisqu'une indemnité complémentaire versée par l'employeur viendra s'ajouter aux indemnités journalières maladie. Et puis aussi, c'est la possibilité, ça concerne 850 000 personnes quand même aujourd'hui en France, donc de personnes, des parents qui sont obligés de garder leurs enfants mineurs de moins de 16 ans et qui, à ce titre-là, peuvent aussi bénéficier d'un arrêt maladie. Puis, dernière arme, évidemment, de l'employeur, qui est l'arme de destruction massive, j'allais dire, contre le coronavirus. J'entendais ce matin la radio et on me dit qu'il y a plus de 2 millions de personnes aujourd'hui qui seraient couvertes par ce dispositif. Vous l'avez tous compris, c'est le chômage partiel, avec l'appellation officielle quand même d'activité partielle. Activité partielle, donc il faut dire, c'est juste un seul trait que je soulignerai ici, parce que ça a déjà fait l'objet d'un webinaire en tant que tel, c'est que dans un question-réponse très récent du 25 mars 2020, le ministère du Travail indique clairement que ce dispositif de chômage partiel est ouvert en particulier à des entreprises qui sont dans l'impossibilité de mettre en place les mesures de prévention et de protection nécessaires. Autrement dit, qui ne peuvent pas organiser de télétravail ou qui sont dans l'impossibilité de respecter les gestes barrières. Donc, ce dispositif d'activité partielle ne concerne pas seulement des entreprises qui ne peuvent pas du tout exercer leur activité, celles qui ont tiré le rideau avec l'arrêté du 14 mars 2020 ou celles qui, sont confrontées à une baisse drastique de leur activité, mais également à des entreprises qui ne peuvent pas assurer la protection et la santé de leurs salariés. Donc, voilà, j'allais dire, pour le registre de la conviction. Et puis, encore une fois, quand les choses doivent arriver parce qu'on sent ou on présume que le salarié va exercer son droit de retrait, eh bien, il faut réellement se préparer. Et comment on peut se préparer? Je veux dire, il y a là encore deux types de mesures possibles. Des mesures juridiques, des mesures organisationnelles sur lesquelles François Frédéric reviendra tout à l'heure, donc je passe vite. Mesures juridiques d'abord, c'est la mise en place d'un registre d'alerte pour les membres du CSE. Il ne faut pas perdre de vue, on a parlé tout à l'heure du devoir d'alerte pour les salariés, il y a aussi un droit d'alerte reconnu pour les membres du CSE, donc il faut tenir un registre pour que, les membres du CSE puissent consigner l'exercice par eux de ce droit d'alerte. C'est la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est aussi l'organisation d'un plan de continuité d'activité qui pourrait être soumis pour information et consultation au CSE. Voilà pour les mesures juridiques. Des mesures organisationnelles aussi, évidemment. C'est la mise en place d'une organisation de travail alternative, un plan B, qui est destiné à pallier l'absence des salariés qui ont exercé leur droit de retrait. Alors, une fois, que l'employeur est prêt, eh bien, la vague peut arriver et là, il aura à réagir une fois que ce droit de retrait s'est exercé. Nous sommes là dans les réactions en aval. Et s'agissant des réactions en aval, qu'est-ce que
peut faire l'employeur, qu'est-ce que doit faire l'employeur? D'abord, j'allais dire, il a un devoir et fondamentalement deux choix possibles. Le premier devoir qu'il a, c'est son obligation de sécurité qui le lui impose. C'est qu'il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et mettre en sécurité les salariés. Rappelons-le encore une fois, il est tenu à l'obligation de sécurité. Et puis deux, il a fondamentalement deux choix. D'abord, un, il peut acquiescer et donc estimer que les salariés ont légitimement exercé leur droit de retrait, donc il devra arrêter l'activité, protéger les salariés. Puis deux, il peut contester ce droit de retrait. À ce moment-là, il opérera une retenue sur salaire, il prendra une sanction disciplinaire et il se retrouvera, le cas échéant, devant le Conseil de prud'homme, puisque le salarié aura contesté et la retenue et la sanction disciplinaire. Dans tous les cas, il pourra redoubler ses efforts de conviction pour tenter de ramener au travail les salariés qui ont exercé leur droit de retrait et surtout, il pourra continuer à user des mesures dont on a parlé tout à l'heure qui vont permettre à l'employeur de placer les salariés en cessation d'activité indemnisée. Pour finir sur le sujet, je dirais qu'on voit bien que le droit de retrait est comme l'ensemble du droit du travail en tension avec le coronavirus. Il y a un impératif sanitaire et un impératif économique. L'impératif sanitaire, le droit de retrait répond à l'impératif sanitaire, puisque le droit de retrait, ça n'est ni plus ni moins qu'un moyen donné aux salariés de se protéger contre un risque. Et on l'a vu aussi tout à l'heure, c'est un moyen d'action collective, et François Frédéric y reviendra tout à l'heure, un moyen d'action collective entre les mains, j'allais dire, des organisations syndicales et des représentants du personnel. Mais l'impératif économique qui existe pèse sur ce droit de retrait. Les salariés sont invités à travailler, ils sont incités à travailler, et peut-être même qu'ils pourraient être contraints ou quasi contraints à travailler, en particulier pour les salariés qui travaillent dans les services dits essentiels nécessaires à la poursuite de la vie économique de la nation. Merci beaucoup, Malik. Effectivement, ce point est fondamental pour apprécier la légitimité, la justification du droit de retrait, notamment des activités essentielles. Et on a parlé du Conseil de prud'homme. Oui, effectivement, le Conseil de prud'homme, d'autant plus que grâce aux ordonnances du gouvernement, celui-ci va pouvoir fonctionner, y compris en respectant les consignes de sécurité. Alors, je vais me tourner vers François Frédéric maintenant, et comme je disais en introduction, le sujet est indiscutablement actuel. Il est actuel, de plus en plus revendiqué. Le droit de retrait donc fait son entrée dans la vie de l'entreprise. On se souvient de l'épisode de la SNCF il y a quelques semaines. Et donc, la question qui vient maintenant à l'esprit, et quand on commence à s'interroger, c'est en quoi le droit de retrait est-il un outil du dialogue social ou peut-être même plus un outil de lutte sociale? François Frédéric. Alors c'est vrai que comme vous l'entendez beaucoup, vous le lisez beaucoup en ce moment, les organisations syndicales mentionnent de plus en plus l'usage ou en tout cas la référence à ce type de dispositif. Ce que l'on voit, c'est que la CGT notamment fait beaucoup parler d'elle et elle voit le droit de retrait comme un des éléments permettant le rapport de force dans l'entreprise. La simple évocation de cet exercice collectif du droit de retrait lors de discussions avec l'employeur permettant de créer un vrai rapport de force, permettant de le contraindre soit à aller vers des territoires de négociation, soit à le contraindre à respecter les précautions. Et donc en tout cas, l'usage même soit la menace de l'usage ou l'usage même devient un vrai quelque chose de vraiment développé par la CGT. La CFDT, elle a un rapport plus classique avec le droit de retrait et dans toutes les prises de parole qu'elle peut avoir, que ce soit en ce moment ou même par le passé, elle rappelle à chaque fois que les travailleurs ont une obligation, c'est celle d'alerter immédiatement l'employeur quand il y a une situation de travail dont il considère qu'il y a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent. Ce que souhaite la CFDT, c'est d'aller vers la négociation en amont et de faire en sorte que la situation ne bloque pas le travail. Ensuite, on a deux postures syndicales, CFE-CGC et CFTC, qui sont assez proches vis-à-vis du droit de retrait, qui sont le juge est souverain et donc quand il y a droit de retrait, s'il y a opposition face à ce droit de retrait, c'est le juge qui devra trancher. Et on sait très bien en ce moment notamment, avec les contraintes qu'il peut y avoir dans les tribunaux, que la mise en œuvre de ces pratiques-là pourra être compliquée. Puis
Puis après, on a une posture de force ouvrière qui est une posture d'ouverture très large au sens du droit de retrait, dans le sens où il souhaite que le droit de retrait soit ni plus ni moins que le respect des normes. Et quand on parle de respect des normes, c'est notamment dans le contexte du coronavirus de faire en sorte de respecter l'ensemble des dispositions, notamment des gestes barrières. Et c'est là où on voit que le droit de retrait, qui est un droit au départ individuel, devient presque collectif. Pourquoi? Parce que quand on pense à toutes les mesures qui sont prises par le gouvernement pour définir les mesures barrières dans un contexte industriel, il faut de la désinfection, il faut des lotions, et que l'on voit notamment la contrainte et la problématique qui peut être liée au masque, si un jour le gouvernement décide de considérer que le masque est un élément comme geste barrière, si l'entreprise n'a pas de masque à proposer à ses collaborateurs, assez logiquement et dans la logique en tout cas que souhaite prôner Force ouvrière dans le système de respect des normes, le droit de retrait deviendra de ce fait valable selon eux, car l'entreprise ne sera pas en capacité de respecter les mesures et les gestes barrières. Donc c'est là où on voit qu'une décision de l'État sur une dimension où normalement le droit de retrait est vraiment lié à une situation de travail précise et lié à un poste de travail précis. Si ces gestes-là barrières deviennent collectifs et décidés par le gouvernement, notamment la posture de la force ouvrière sera de devoir l'appliquer dans l'ensemble des organisations, dans l'ensemble des entreprises. Bon, face à cela, assez logiquement, la posture du MEDEF et plus largement des organisations patronales vont être à chaque fois de positionner le droit de retrait sur le poste de travail, sur la situation de travail, de faire en sorte qu'on ne généralise pas, notamment par une position de pandémie comme on peut avoir actuellement, pour faire en sorte de ne pas diffuser des pratiques. En t'écoutant, je me suis dit effectivement, si le masque devient un élément imposé de normes, sans doute la question va rebondir sur quelle catégorie de masque. Cela étant dit, si je suis, et je me place comme DRH, moi je suis confronté, je suis en première ligne, et donc comme DRH, comment est-ce que je peux anticiper puis agir face à l'exercice du droit de retrait? Alors, comme DRH, même plus largement comme employeur, puisque la responsabilité pénale souvent même incombe à l'employeur ou par délégation au DRH, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a un certain nombre de mesures qui vont être à prendre en compte en anticipation, tant que faire se peut. Même si on sait que le droit de retrait est lié à un danger grave, imminent et donc le plus souvent imprévu, on peut considérer que l'anticipation dans ces cas-là est assez compliquée. Un premier élément à mettre en œuvre et à formaliser, c'est anticiper le plan de continuité d'activité et mettre à jour le DUERP, donc le document unique d'évaluation des risques professionnels. Et c'est de la responsabilité de l'employeur que de mettre à jour ce document et surtout de le faire vivre avec les instances de santé et de sécurité. Je pense notamment à la commission émanation du CSE. Puisque grâce à cela, il pourra agir en amont sur la sécurité, par des vérifications, des inspections régulières et fréquentes du matériel. Il l'aura permis aussi de formaliser les actions qu'il a mis en œuvre pour faire en sorte d'éviter des éventuels risques. Et donc, de fait, d'éviter le droit de retrait, puisque le risque ne sera plus imminent, il aura été anticipé et il bénéficiera déjà de mesures associées. Dans cette dimension d'anticipation, c'est aussi de communiquer à l'ensemble des collaborateurs. Je reviendrai dessus aussi sur le rôle des managers, mais il est important de communiquer sur ce qui est fait et en quoi on respecte les demandes, les gestes barrières qui sont attendus par le gouvernement. C'est aussi d'identifier et communiquer sur les mesures concernant les personnes vulnérables. Ce que disait tout à l'heure Malik, notamment, c'est une démarche qui est à communiquer l'ensemble des collaborateurs qui sont considérés comme vulnérables, il y a toute une liste définie et précise, doivent se déclarer et peuvent directement faire demander un arrêt de travail sur le site amélie.fr et ce durée étant sur une durée initiale de 21 jours. Autre démarche qui peut être mise en place, c'est de désigner dès le départ des personnes tierces à l'entreprise, voire co-désigner de concert avec les représentants des salariés, permettant d'attester que le danger n'est plus. Enfin, bien sûr, dans cette dimension d'anticipation, c'est de mettre en place une veille juridique avec le CHSCT, là encore, pour faire en sorte d'être à jour sur l'ensemble des normes sanitaires à respecter.
Quand on voit en termes concrètement dans toutes les préconisations aussi qui peuvent être faites pour faire en sorte que l'organisation du travail permette à chacun d'effectuer les gestes barrières, c'est d'identifier tous les points de contact, l'espace déjeuner, la cantine, la machine à café, l'alternance des équipes. Je parlais en effet mercredi dernier quand on faisait la partie activité partielle. L'alternance des équipes, on a parfois des passages de consignes. Est-ce que je dois continuer ou pas à les garder? Et notamment ces dimensions-là en lien avec la durée de vie du virus, même si plusieurs études sont parfois, en tout cas pas toujours précises sur la durée de vie du virus, mais essayez aussi tant que faire se peut de vous appuyer sur ces démarches. De faire en sorte aussi d'équiper les personnes en charge du nettoyage des sols, du nettoyage des surfaces, avec des blouses, avec des gants. Pour l'instant, les masques, en effet, n'étant pas nécessaires du fait de non-obligation par l'État. D'entretenir les sols, de faire en sorte que l'ensemble des processus des déchets soient bien suivis. Et là encore, si vous faites le nécessaire pour protéger les salariés, le seul fait qu'un salarié ait été contaminé ne suffit pas, sous réserve d'une différence, bien sûr, d'appréciation des tribunaux dans le futur. Et donc là, l'important, c'est de montrer que vous avez mis en œuvre des dispositions avec les partenaires sociaux, là encore, pour éviter d'avoir à aller vers de la négociation derrière. Alors, un certain nombre d'entreprises aussi sont dans des dispositifs, notamment d'activité partielle. Et donc là, on est dans ce qu'on pourrait appeler un périmètre dégradé. Il peut être modifié dans le cadre de notre plan d'activité. Et donc, il est important de construire des modèles organisationnels qui vont intégrer aussi ces dimensions-là, notamment de faire en sorte d'avoir l'ensemble des collaborateurs dits sauveteurs secouristes du travail, d'avoir la ligne managériale qui permet de continuer, d'avoir les équipes d'hygiène, sécurité et environnement qui pourront aussi être présentes, permettant d'assurer ces dimensions-là. Comme vous le savez, il y a aussi plusieurs possibilités dans le cadre des plans d'action du gouvernement, comme l'augmentation du temps de travail qui peut aller jusqu'à 60 heures dans les réflexions qui sont en cours. Mais là aussi, il pourrait y avoir un impact sur du droit de retrait, notamment il y a de la fatigue. Donc, important aussi, dans le cadre de votre organisation, d'intégrer ces dimensions-là. Et puis enfin, de remettre à plat l'ensemble de vos procédures d'urgence, de faire en sorte que vous puissiez, dès le départ, savoir qui intervenir lorsqu'il y a un droit de retrait, qui doit attester de la fin ou de la mise en œuvre de ce droit pour faire en sorte d'arriver très rapidement dans les démarches. Bon, et puis, tout à l'heure Malik en a parlé, l'important, ça va être de se poser la question, une fois qu'on est face à cet exercice du droit de retrait, est-ce que je suis face à un exercice individuel? Et là, dans ces cas-là, est-ce que j'ai un abandon de poste ou j'ai d'autres éléments? Et puis, de l'autre côté, est-ce que je suis plutôt sur un exercice collectif? Et là, Malik en parlait tout à l'heure, je vais devoir aller vers la négociation, je vais devoir aller vers le partage et de faire en sorte, là encore, le plus en amont de les avoir anticipés, notamment de nos partenaires sociaux, que ce soit le CSE ou les organisations syndicales, pour éviter d'avoir une posture de principe ou de blocage et de faire en sorte de les intégrer dans les démarches. Tous les messages qui sont actuellement à faire, c'est que nous sommes malheureusement ou heureusement, mais tous dans le même bateau. Et donc, l'important, c'est de faire en sorte que l'activité continue et donc d'intégrer dès le départ les partenaires sociaux dans ces démarches-là. Alors, dans toutes ces démarches, il y a un acteur que je n'ai pas cité jusqu'à maintenant, c'est le manager. Et notamment le manager de proximité. Alors, son rôle dans le dispositif, c'est, je ne sais pas si Arnaud, si le slide est en… Parce que j'ai un petit problème et donc du coup, je ne suis pas sûr que le slide soit bien en ligne sur le management. C'est bon. Donc, quand on voit le rôle du manager, son rôle est double. Le premier, c'est qu'il doit écouter, il doit remonter les inquiétudes. Et on parle souvent de perception et d'inquiétude de certains salariés. Ce que l'on voit, c'est d'anticiper le plus possible les remontées du terrain. C'est aussi de transmettre, de mobiliser, d'expliquer aux collaborateurs de son équipe la mise en place des décisions prises par l'employeur pour écarter la survenance du danger. Et c'est vrai que le rôle, dans ce cadre-là, est très important du manager de proximité. Et donc, l'employeur, vous avez et vous devez avoir une double posture vis-à-vis de lui. Le premier, c'est le rassurer. C'est lui qui sera directement impacté par l'arrêt de la ligne, l'arrêt du service, l'arrêt de l'agence suite à un droit de retrait de ses collaborateurs. Il doit être rassuré
et responsabiliser. Et pour responsabiliser, il faut lui donner les éléments de langage, il faut lui communiquer, il faut être à l'unisson et permettre de comprendre l'ensemble de ces enjeux et qu'il puisse derrière les recommuniquer. Et puis, rien que aussi, en tant qu'employeur, d'organiser la présence même de managers sur le site, sur les agences, de faire tourner aussi la ligne de management. Puisque, comme on le voit là en ce moment dans les pratiques qui sont faites, notamment liées au télétravail, une grande partie des managers vont plutôt être en télétravail à distance. Et donc, il est important aussi d'assurer la présence pour faire en sorte que les collaborateurs qui sont en agence ou qui vont être sur les lignes de fabrication ne se sentent pas seuls face aux contraintes et donc puissent se sentir accompagnés par leur manager. Merci beaucoup François-Frédéric. Alors là, nous avons passé en revue les éléments structurants du droit de retrait dont on comprend qu'il… Alors, d'un côté, il est relativement clair dans sa mise en œuvre juridique et d'un autre, sa mise en œuvre dans l'entreprise, dans la réalité des relations est beaucoup plus compliquée. On sent bien aussi que c'est un relativement nouveau. Alors, dans les questions, évidemment, ce qui apparaît très clairement, c'est que chacun est confronté à des cas particuliers et essaye de savoir dans quelle mesure les droits de retrait sont justifiés ou non. Et alors, peut-être que la première question, avant de revenir sur l'exemple qui est assez intéressant, c'est cette idée qui a été, enfin, c'est pas cette idée, cette situation qui a été mise en avant par quelqu'un qui suit le webinaire. Et peut-être que je vais demander à Malik une première réaction, c'est en l'absence de… le salarié reproche une absence de formalisation individuelle de la modification du temps de travail, entraînant du stress, sachant que dans l'hypothèse qui est présentée ici, le CSE a bien été consulté. Et la question que se pose, c'est peut-il y avoir un droit de retrait dans ce cas? Et la seconde, c'est effectivement, est-ce que le salarié a le droit de demander un avenant au contrat de travail pour intégrer l'activité partielle? Alors, merci Arnaud de la question. En fait, il y a plusieurs questions dans la question. Et donc, je vais essayer de reprendre les choses pour essayer de les décortiquer, essayer de répondre aux questions qui sont posées. D'abord, il y a un premier sujet entre, j'allais dire, le droit de retrait et la modification du contrat. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que, sauf disposition spéciale, mais récemment mise en place et limitativement mise en place par le gouvernement, en particulier dans le cadre des ordonnances, c'est le droit commun du travail qui s'applique. Et le droit commun du travail, c'est facile s'agissant de la modification du contrat, c'est touche pas à mon contrat de travail, en tout cas sans mon accord. Quand on avait touche pas à mon pote, en droit du travail, c'est touche pas à mon contrat de travail. Ce qui veut donc dire qu'on ne peut pas modifier le contrat de travail d'un salarié, quelle qu'en soit la raison, si on n'a pas son accord. Et la question après, c'est, à laquelle je ne peux malheureusement pas répondre, c'est… Là, il s'agit d'une modification du temps de travail. C'est à quel point est-ce que l'employeur a modifié le temps de travail. D'accord ? On sait que la règle de base, c'est que l'employeur ne peut ni augmenter en principe, ni réduire la durée du travail sans l'accord préalable du salarié. D'accord ? Donc, s'il y a eu, par exemple, réduction du temps de travail du salarié, cette réduction du temps de travail doit nécessairement faire l'objet d'un accord du salarié qui peut donner lieu ou pas à un avenant au contrat de travail, la formalisation n'étant jamais obligatoire. Donc, voilà pour la modification et le droit de retrait. Ça va dépendre de l'ampleur portée à la modification du contrat et à quel point la durée du travail a été réduite. Mais ce que je comprends, c'est que cette durée du travail, elle s'est accompagnée en réalité d'une entrée dans le dispositif d'activité partielle. Et si la question devient, est-ce que je rentre dans le dispositif d'activité partielle, j'ai besoin d'un avenant à mon contrat de travail, la réponse est non. La réponse est non, puisque j'allais dire, les salariés ne peuvent pas refuser le passage en activité partielle et ordonnance, j'allais dire, du 27 mars qui nous le dit, c'est y compris vrai des salariés protégés. Alors, vous voyez, dérogation au droit commun, parce que le droit commun, c'est le représentant du personnel. Il faut toujours son accord, y compris pour un simple changement des conditions de travail, et pas seulement sur une modification du contrat. Même pour les représentants du personnel, aujourd'hui, le passage au chômage partiel s'impose. Donc, un avenant n'est pas nécessaire dans cette hypothèse-là. Voilà.
D'accord, merci Malik pour cette réponse. Il y avait une autre question qui est là aussi est un cas d'espèce, un cas concret. Et donc c'est effectivement ce qui est intéressant, c'est à partir de ces cas concrets d'essayer de voir comment se construit et s'organise l'approche du droit de retrait au sein de l'entreprise. Et alors ici, si on comprend bien, c'est une entreprise qui a notamment des techniciens services après-vente et qui, évidemment, ces techniciens vont être en contact avec des clients. Et donc, l'entreprise apparemment a donné un certain nombre d'instructions, donc ne pas intervenir si effectivement un client informe qu'il est contaminé, évidemment. Observer une distance raisonnable. Et puis, apparemment, le rôle du call center, c'est un point qui est intéressant, et notamment sur l'aspect managérial, organisation, sachant que l'entreprise apparemment a aussi fourni, en tout cas aujourd'hui, les fameux équipements de gants, de gel et de masques. Et la question qui est posée, mais je sais que c'est très difficile d'y répondre, et on n'y répond pas nécessairement par oui ou par non, on y répond de manière construite et suggestive, c'est est-ce que ces mesures de prévention prises par cette entreprise, dans le cadre particulier de son activité, peuvent paraître suffisantes? Alors, plusieurs réponses possibles. Moi, ce que je comprends d'abord, c'est qu'il y a eu une évolution dans la situation de la société et que initialement, la société n'était pas en mesure de fournir aux salariés des équipements de protection individuels nécessaires, en particulier des gants ou des masques. Et on voit bien là le dilemme d'ailleurs dans lequel sont les employeurs. C'est-à-dire que les employeurs sont coincés entre, j'allais dire, l'impératif économique et puis l'impératif sanitaire. C'est qu'ils ont l'obligation de fournir aux salariés, obligation légale, des équipements de protection individuelle, mais ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Il n'y en a pas sur le marché. On sait qu'il y a eu des réquisitions là. Donc, comment je fais? La vérité, c'est comment je fais, c'est qu'il faut essayer de sortir de cette situation conflictuelle. Et pour sortir de cette situation conflictuelle, je pense que, en particulier, et encore une fois, c'est un cas d'ouverture clairement exprimé par l'administration, le recours au chômage partiel est une excellente idée parce qu'il va permettre à des entreprises qui ne peuvent pas assurer la protection et la sécurité de leurs salariés de dire, eh bien, je suis dans l'impossibilité de vous faire travailler dans des conditions qui sont respectueuses de votre santé et de votre sécurité, eh bien, on arrête de bosser et on passe au chômage partiel. Donc, enfin, je pense que c'est une excellente idée. Et puis, deux, j'allais dire effectivement, la situation a évolué et compte tenu de l'évolution de la situation, pour revenir à notre cas d'espèce, moi, je considère que, j'allais dire, le droit de retrait ne serait pas légitime. Et ce qu'il faut aussi garder en tête dans cette hypothèse-là, pas assez souvent aujourd'hui mis en avant par les entreprises, parce que je pense que c'est un rapport de force, l'exercice du droit de retrait, d'accord? C'est un rapport de force entre l'employeur et les salariés ou même l'ensemble des représentants du personnel. Et dans ce rapport de force, il y a un élément qu'il faut faire jouer parce que c'est un élément important, encore une fois, c'est que le droit de retrait, l'exercice du droit de retrait par le salarié ne doit pas créer une nouvelle situation de danger grave et imminent pour autrui. Et encore une fois, Arnaud, tu l'évoquais tout à l'heure avec les routiers. Alors, pour les routiers, je dirais qu'on ne pourrait pas, j'allais dire, encore invoquer cet argument-là à leur égard. Mais si demain, il y avait rupture, j'allais dire, des chaînes logistiques à cause de l'action des routiers, que demain, il n'y avait plus rien dans les rayons des magasins alimentaires, alors là, pour le coup, j'allais dire, le routier qui refuse de transporter des palettes, là, celui-là, l'employeur pourra lui dire, tu sais, mon ami, l'exercice du droit de retrait n'est pas légitime. Et donc, je peux légitimement prendre une sanction disciplinaire à ton égard et ne plus te payer. Voilà pour la réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Malik, pour cette réponse. Peut-être que Frédéric veut ajouter un élément. C'est hyper important aussi, c'est que vous vous appuyez dans ces cas-là sur votre management. Frédéric, tu peux parler plus fort, s'il te plaît. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il est aussi important, dans le cas là, dont vous parliez des call centers ou de votre équipe de management, de s'appuyer sur eux pour qu'ils puissent aussi rassurer vos techniciens, de bien formaliser toutes les mesures que vous aurez prises, permettant aussi de faire en sorte que le droit de retrait ne puisse pas s'appliquer. Ça veut dire, vous avez formalisé en amont l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place pour faire en sorte de pouvoir éviter le droit de retrait, ou en tout état de cause plutôt pour faire en sorte de respecter les mesures barrières. Et ensuite, en cas de
d'exercice du droit de retrait par le collaborateur, de vous appuyer sur le management et donc d'aller vers la négociation avec le collaborateur, parce que sans doute aussi qu'il y a peut-être autre chose derrière cette pratique ou cet exercice du droit de retrait, et donc de faire en sorte de pouvoir anticiper et d'arrêter, parce que sinon, potentiellement, ça s'appliquera sur l'ensemble de sa situation de travail. Merci. Alors, il y avait une dernière question à laquelle il va être très, très difficile de répondre, c'est de savoir si les masques, des casques visières de chantier, si les casques visières de chantier peuvent-ils être suffisants pour constituer des masques. J'avoue que je ne suis pas certain que la réponse soit managériale et juridique, mais peut-être avez-vous une observation à faire. Il y a peut-être… Je t'en prie, François-Frédéric. Alors, Pardon, Pierre à l'appareil, parce que sur ce que m'inspire cette question, effectivement, mais je me replacerai sur ce qu'on est sur finalement comment définir aujourd'hui les mesures à même de considérer que le danger n'est pas grave ou imminent, et on voit que l'on revient à chaque fois sur la définition faite par le gouvernement de ce que sont ces mesures, ces gestes barrières. Donc, au fond, j'aurais peut-être, je ne sais pas après Malik, François, ce que vous en pensez, mais à mon sens, tant que le gouvernement n'a pas explicité l'usage du masque comme étant un geste barrière obligatoire à respecter, à mon sens, pour l'instant, le masque ne fait pas encore partie, ou on verra en tous les cas s'il l'est. Donc, tant qu'il n'en fait pas partie, j'aurais tendance à dire que paradoxalement, la visière d'un casque pourrait suffire, puisque pour l'instant, il ne légitimerait pas un droit de retrait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, juste plusieurs observations là-dessus, Pierre, pour compléter tes propres observations. D'abord, les casques, les gants, les visières font partie évidemment des équipements de protection individuelle classiques que l'employeur doit fournir à un salarié qui est en contact avec le public et donc avec des personnes qui sont potentiellement contaminées. Ça, moi, les choses me paraissent assez claires aujourd'hui et on voit bien dans quelle situation dramatique sont aujourd'hui le personnel soignant et je pense en particulier aux aides-soignants dans les EHPAD. Deuxième chose, il y a une très bonne plaquette d'informations, et on pourra probablement la mettre sur notre blog, qui a été faite par l'INRS et qui recense l'ensemble des mesures de protection et de prévention qu'un employeur peut prendre pour assurer la santé et la sécurité des salariés. Rappelons que la première, c'est évidemment le télétravail. C'est faire télétravailler les gens. Parce que si on fait télétravailler les gens, là, il n'est plus question de parler de distance de sécurité, sauf au sein de la famille, mais là, ça ne regarde plus l'employeur. Et encore une fois, dans cette plaquette, on revient sur l'ensemble des mesures de protection qui peuvent être prises lorsque le télétravail n'est pas possible. On la mettra sur notre site, mais je vous invite à vous y référer. Elle est très bonne. Et pour finir sur ce que disait Pierre, évidemment, le minimum minorum, c'est respecter les règles telles qu'elles sont édictées par les autorités gouvernementales. Donc, il faut toujours rester en deçà de la ligne jaune et pas la franchir. Alors, on va arrêter parce qu'on arrive au terme, mais il y a tout de même une question assez intéressante qui a été posée, qui est en gros, vous avez une personne qui travaille chez un répartiteur pharmaceutique qui, évidemment, est dans une situation où il est difficile de respecter les mesures, les normes minimales qui ont été posées par l'État, qui s'est elle-même apparemment procuré un masque, et elle veut savoir, elle pose la question, et on comprend bien la situation, pose la question de savoir si on peut lui interdire. François Frédéric, peut-être ? Oui, en fait, ce que vous devez, dans tous les cas, aussi suivre, ce sont les règles sanitaires et d'hygiène dans l'activité dans laquelle vous êtes. Et donc, il y a d'un côté les faits et donc notamment le règlement intérieur de votre entreprise qui s'applique. Et donc, potentiellement, dans ce règlement intérieur et dans l'industrie pharmaceutique, il peut y avoir l'interdiction d'amener sur le poste de travail des équipements qui n'auraient pas été validés précédemment. Donc oui, en effet, l'employeur pourra être à même de pouvoir vous refuser ce dispositif-là puisqu'il ne respecte pas le règlement intérieur. Néanmoins, en parallèle, en effet, dans des mesures barrières, là, vous allez devoir proposer, là, je pense que la question se pose plutôt en tant que collaborateur, demander à votre manager d'organiser le travail pour faire en sorte que vous puissiez respecter ces fameux gestes barrières ou de vous fournir des équipements qui permettront de respecter ces gestes barrières et notamment la distance d'1 mètre.
Donc ça, c'est important d'avoir ces éléments. Mais oui, en effet, votre manager peut vous interdire si ce masque-là ne respecte pas les normes d'hygiène édictées par l'industrie même et par le secteur d'activité dans lequel vous êtes. Alors, je viens de dire quelque chose un peu plus prudent. Je me retrouve avec lui sur le fait que s'il y a des règles sanitaires particulières que je ne connais pas qui doivent être respectées, ces règles sanitaires doivent être respectées, mais rappelons quand même que le règlement intérieur, ce n'est pas la Sainte Bible ou la Torah. Ce qui veut donc dire qu'elle ne s'impose pas à nous, elle ne s'impose pas aux salariés. Et que le salarié, encore une fois, d'abord, l'employeur doit prendre soin de la sécurité de la santé de ses salariés, mais les salariés ont aussi comme devoir de prendre soin de leur propre santé et de celle des autres salariés. Donc, si, encore une fois, les règles sanitaires n'interdisent pas le port du masque, le salarié pourrait légitimement porter ce masque et je pense que l'employeur ferait bien de ne pas interdire aux salariés de le porter dans cette hypothèse-là, encore une fois, si les règles sanitaires ne l'interdisent pas de le faire. J'ai vu une autre question aussi passer, Arnaud, mais ça pourrait faire l'objet d'un webinaire en tant que tel, j'allais dire, sur les nouvelles mesures qui sont prises par les ordonnances du 25 mars 2020, en particulier sur la possibilité pour l'employeur d'imposer, j'allais dire, des congés payés. Juste pour aller très vite, il y a congés payés et jours de repos et JRTT. Les congés payés, c'est 6 jours. Il faut un accord collectif d'entreprise ou de branche. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on peut recourir à d'autres formes équivalentes à l'accord collectif d'entreprise signé avec une organisation syndicale. Donc, autrement dit, il y a possibilité de mettre en place un tel dispositif, selon moi, dans les entreprises dans lesquelles il n'existe pas d'organisation syndicale. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, qu'est-ce que ça concerne? Eh bien, ça concerne à la fois, parce que la question a été posée, à la fois le fameux reliquat de congé payé, c'est-à-dire celui qui doit être utilisé avant le 31 mai 2020. Mais ça concerne aussi et surtout, j'allais dire, les congés dont on dit souvent qu'ils sont en cours d'acquisition, c'est-à-dire qui concernent la période, donc qui ont été acquis entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2020 et qui doivent être utilisés avant le 31 mai 2021. Donc, pour cela, j'allais dire, pour cela aussi, l'employeur peut imposer aux salariés de prendre des congés. Il y a aussi les jours de repos qui sont à la fois les fameux JRTT, les jours de réduction du temps de travail. Donc, je travaille 39 heures, mais j'ai des JRTT si bien qu'en moyenne, je travaille seulement 35 heures, ou j'ai une convention de forfait 218 jours et puis je bénéficie d'une dizaine de jours dans l'année de jours de repos. Eh bien, l'employeur aussi pourra imposer, et unilatéralement, cette fois, unilatéralement, sans avoir besoin d'un accord collectif, aux salariés de prendre de tels jours de repos et où il pourra aussi lui imposer de prendre des jours de repos qui auraient été stockés sur son CET, donc son compte épargne-temps, et ça dans la limite de 10 jours. Donc il y a les CP, il faut un accord, donc une sorte de garantie et de garde-fou à l'exercice par l'employeur de son pouvoir, et puis 2 jours de repos JRTT, là c'est full power pour l'employeur, et dans la limite de 10 jours. Très bien, on va terminer, mais tout de même une dernière question relative à la qualification des entreprises essentielles en cas de recours à la modification du temps de travail. Je pense que là, on peut quand même donner un élément. Alors, j'allais dire sur le sujet, donc la notion d'activité essentielle fait aujourd'hui débat. D'abord, effectivement, il n'en existe pas aujourd'hui, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on sait que la loi d'urgence sanitaire va autoriser, donc, et une autre ordonnance d'ailleurs du 25 mars 2020 vont autoriser, je pense en particulier à l'ordonnance du 25 mars 2020, qui va autoriser, qui va pouvoir autoriser le gouvernement à prendre par décret des mesures de dérogation à la durée du travail et aux durées maximales de travail. Eh bien, les décrets définiront précisément la liste, des secteurs jugés prioritaires. Mais on pense évidemment, en tout cas, au secteur des télécommunications, de l'énergie, au ramassage des déchets, au secteur alimentaire et aux chaînes logistiques. Mais là, il faut attendre, les décrets qui préciseront précisément dans quel cas nous pourrons déroger en particulier aux dispositions qui concernent la durée du travail. Donc là, attendons encore un peu. Très bien, écoutez, je remercie beaucoup François-Frédéric, Malik et Pierre en audio. Merci à tous de nous avoir suivis. Comme on vous l'a dit, vous retrouverez cette présentation sur notre blog. Il y a un replay du webinaire que vous pourrez continuer à voir et n'hésitez pas éventuellement à nous faire part de sujets qui vous sembleraient
intéressant de traiter au regard des problèmes que vous rencontrez, des interrogations que vous avez dans cette situation relativement chamboulée. Et nous vous souhaitons tout de même une très très bonne journée, confinée ou non confinée. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Absolument, c'est le plus important. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.